bonjour à tous. Déjà, merci d'être présents ce midi. Alors, donc moi, je vais vous raconter le cas d'une patiente qu'on a eue en médecine interne ici à l'hôpital pour un syndrome extrapyramidal atypique chez une sexagénaire. Voilà, mais je peux pousser dessus. Donc déjà, c'est une patiente de 60 ans qui est amenée aux urgences pour une chute de cause inconnue. La patiente nous arrive confuse. Elle raconte qu'elle est tombée il y a 2 jours et qu'elle n'a pas su se relever et qu'elle n'a pas su demander de l'aide. Et donc finalement, c'est ses voisins qui la retrouvent par terre. À l'anamnèse, elle ne se plaint de rien de particulier, donc pas de plainte cardio-respiratoire, pas de plainte digestive, pas de plainte urinaire. Elle nous arrive dans un état d'hygiène très, très limite, extrêmement insalubre, avec des aliments par terre. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment dans un état d'insalubrité très important. On arrive quand même à lui soutirer certaines informations malgré sa confusion, notamment qu'elle a des antécédents médicaux de dépression importante. C'est une patiente qui est déprimée depuis 5 ans suite à une rupture amoureuse. Elle a des antécédents chirurgicaux, elle a eu une hystérectomie pour un fibrome, elle a eu un canal carpien bilatéral et une conisation pour un HPV. Au niveau des antécédents familiaux, on entend qu'il y a beaucoup de dépression, notamment chez la sœur et la maman. Et après, en ayant parlé à la famille, il y a aussi des syndromes bipolaires et beaucoup de syndromes psychiatriques dans la famille. Au niveau des médicaments, aux urgences, ils ont du mal à faire l'anamnèse médicamenteuse, mais après, on va appeler le psychiatre et elle prend du Seroquel 200 mg une fois le soir, du Seroquel XR 400 mg une fois le soir, de l'Effexor 152 comprimés une fois le matin, et alors du Nosinant, mais ça, le psychiatre n'avait pas notion de ça, et elle ne connaissait plus la posologie qu'elle prenait. Par ailleurs, elle n'a pas d'allergie connue. Alors, au niveau social, cette patiente, c'est une ancienne médecin généraliste qui travaillait chez SOS Médecins. Elle vit seule au domicile, elle se nourrit uniquement de durum, donc elle ne sort plus du tout, sauf pour aller acheter ses durum tous les jours, et donc elle mange un durum par jour. Elle regarde la télé toute la journée depuis quelques mois. Elle est suivie par un psychiatre qu'elle n'a plus vu depuis plusieurs mois. Et elle se fait prescrire ses médicaments par SOS Médecins qui accepte parce que comme c'est une ancienne médecin d'SOS Médecins, voilà, elle passe par les mailles du filet. C'est une patiente qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne se drogue pas. Mais par contre, il y aurait une notion d'abus de benzodiazépine qui est rapportée par sa sœur par après. Au niveau de l'examen médical aux urgences, elle présente une tension à 13,7, une fréquence cardiaque à 89, une SAT à 100%, une température à 37 et une fréquence respi à 22. Elle a une langue rôtie et des muqueuses sèches. Au niveau de l'examen cardio-pulmonaire, il est tout à fait normal. Donc, les bruits sont au niveau pulmonaire, les bruits sont symétriques et normaux. Au niveau de l'examen abdo, tout est normal. Le ventre est bien sous, bien dépressible, indolore. Le péristaltisme est présent, donc tout est normal. Au niveau des membres inférieurs, elle a un gros hématome au niveau de la hanche, de la cuisse et du genou droit, pour lesquels on va faire des radios qui sont tout à fait normales. Et au niveau de l'examen neurologique, elle a une nuque qui est tout à fait souple, elle est un peu encéphalopathe, elle est confuse surtout. Elle a des nerfs crâniens qui sont symétriques, une force musculaire à 4/5 aux membres inférieurs et 5/5 aux membres supérieurs. Au niveau de la bio, on voit une hyperleucocytose neutrophile, un syndrome inflammatoire important avec une CRP à 332, une insuffisance rénale aiguë, des CK très très augmentés et des LDH qui sont fort augmentés aussi. Et on fait une analyse toxicologique qui est tout à fait négative. Alors, je peux peut-être ajouter
que dans la formule, il y a 0, ça a une valeur prédictive importante pour un processus infectieux à l'origine du tableau inflammatoire. Au niveau des examens complémentaires, on fait un ECG qui montre un rythme sinusal régulier à 94 avec un QT, un QT corrigé à 483 et des altérations diffuses de la repolarisation. Alors, comme on a un syndrome inflammatoire, on va demander un bilan complet. Et alors, au niveau du bilan complet, l'EMU est négatif, le CT scan cérébral est normal, le CT scan thoraco-abdo est normal. On fait même une PL chez cette patiente qui est tout à fait normale. On fait des hémocultes qui sont négatives et un test COVID qui est négatif également. Alors, les conclusions aux urgences, c'est qu'elle fait évidemment un Croche syndrome. Elle a un syndrome inflammatoire d'origine peu claire avec une insuffisance rénale sur Croche syndrome. Aux soins intensifs, au cours de son séjour, son Croche syndrome s'améliore, sa fonction rénale augmente et son syndrome inflammatoire diminue sous augmentin probabiliste parce qu'on n'a pas de foyer. Par contre, au niveau neuro, elle se dégrade avec une patiente qui est toujours aussi confuse, qui est bradypsychique, qui est désorientée dans l'espace et le temps. Elle nous arrive en médecine interne, où là, on a un examen clinique au début qui est sans particularité. On appelle son psychiatre qui nous confirme son traitement et qui nous dit que c'est une femme qui est très déprimée, qui s'inscrit sur des sites de rencontres où elle envoie de l'argent à des inconnus, ce qui a poussé la famille à la mettre sous administrateur de biens. Donc, au niveau social, c'est vraiment compliqué. On demande un avis psychiatrique ici et la psychiatre conclut un trouble psychotypique et des troubles de l'humeur sans phase hypomène ou maniaque. Non. Et donc, ouais. Peut-être un petit commentaire déjà à ce stade-là? On a la chance d'avoir la psychiatre aujourd'hui. Oui, donc en fait, cette patiente, elle est très. Moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'elle a une très grande dégradation psychique. En fait, je vais hésiter à aller la voir parce que je la connais de vue. Elle a été dans mon année en médecine. Et donc, j'ai quand même une notion, parce que moi, j'ai jamais eu de contact direct avec elle, mais j'ai des amis qui la connaissaient. Donc, j'ai une notion de fragilité psychique et de dépression depuis bien, bien plus longtemps, hein. Donc, elle a commencé, je pense, à décompenser pendant sa spécialisation en radiologie ou quelque chose comme ça. Donc, elle a en fait une problématique psychiatrique de très longue durée avec une famille, je pense, avec une fragilité dans la bipolarité. Et ce que moi, quand je la vois, d'abord, je la trouve très, très dégradée psychiquement. Ce qui me frappe, c'est surtout le ralentissement. Elle est relativement adéquate dans les réponses, mais en fait, l'état dans lequel je la vois peut être aussi considéré comme un état psychiatrique. C'est-à-dire qu'il y a certains patients avec quand même, je dirais, une problématique de l'humeur et des traits psychotiques qui peuvent présenter ce tableau parce que c'est leur maladie. C'est pas à la limite un effet secondaire de quoi que ce soit. À certains moments, j'avais l'impression qu'elle avait des barrages. Les barrages, c'est en fait quand quelqu'un de psychotique ne répond pas à la question. Et donc, ça pouvait être aussi dans le cadre de sa maladie psychiatrique qu'elle pouvait avoir ce tableau-là de ralentissement, de repli sur soi, de barrage. Voilà, ça c'est ce que j'en ai pensé. J'ai aussi eu le psychiatre au téléphone après. OK. Les G pourraient aider. Si on voit pas mal d'ondes lentes, l'alpha, etc., ça pourrait faire la distinction entre un ralentissement, je dirais, psychiatrique, comme tu le dis, versus quelque chose de métabolique sous-jacent. On lui a fait un EG? C'est normal. OK. Aux soins intensifs, on l'a fait. OK. On décide de remettre le Séroquel et l'Effexor. Mais au cours de l'hospitalisation chez nous, elle développe une fièvre à 39. Donc, en fait, sa CRP, tout était vraiment redescendu à la normale. Et là, elle redéveloppe une fièvre à 39 avec un syndrome extrapyramidal. Donc, elle est akinétique. Donc, elle a des difficultés à initier ses mouvements. Elle a une lenteur psychomotrice importante, mais elle répond aux ordres simples et elle répond assez bien à nos questions. Mais elle est vraiment lente.
Elle a des tremblements de repos au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Elle a une dystonie, donc une contraction involontaire et prolongée des pieds, avec une marche à petits pas sur les pointes des pieds. Elle a une sensibilité, une force normale. Elle a des réflexes vifs et symétriques, sauf au niveau achilléen où ils sont abolis. Elle a des nerfs crâniens qui sont normaux, sauf une hypomimie, donc elle a vraiment très peu d'expression et elle est limitée dans son oculomotricité vers le haut. Pour le reste de l'examen clinique, elle a une tension artérielle à 17,9, alors que c'est une patiente qui avait une tension artérielle plutôt normale au cours de son hospitalisation. Elle a une fréquence cardiaque à 109 et une saturation à 95. Au niveau de l'examen cardiopulmonaire, tout est normal, donc B1, B2 régulier, pas de souffle, les bruits respiratoires sont normaux. Au niveau de l'examen abdo, toujours souffle dépressible indolore avec un péristaltisme présent. Elle a des légers OMI au niveau des membres inférieurs, surtout au niveau des chevilles. Pas de signe de thrombose. Les téguments sont normaux et les aires ganglionnaires sont normaux. À la bio, on voit qu'elle réaugmente ses CK. Donc, elle était revenue à une valeur plutôt normale de CK. Elle remonte. Elle a une augmentation de ses transaminases hépatiques. Une CRP qui est un tout petit peu augmentée, mais vraiment très peu, qui va réaugmenter un tout petit peu au cours de l'hospitalisation, et une hypocalcémie. Et alors, un Epstein-Barr virus qui est positif pour les IgM, mais finalement, on a rajouté les IgG, ils étaient positifs aussi, donc on a plutôt cru en une infection qui datait d'il y a longtemps. Surtout que c'était un médecin, donc elle devait être en contact avec des EDV. Au niveau des examens complémentaires, on refait de nouveau un ému qui est négatif, une hémoculture qui est négative, on rajoute le BV dans la PL au cas où, mais elle est négative, et on fait une IRM cérébrale qui est normale, pas d'atteinte des noyaux de la base. Donc voilà, je ne sais pas si... Il y a des hypothèses. Quel âge est-elle? À 60 ans. Trop jeune pour demander l'avis du gériatre. Mais il peut toujours s'exprimer. Ok, merci. D'abord, je pense qu'on n'a pas éclairci le problème de la CRP d'entrée. Non. On donne de l'augmentin, on n'a pas de foyer, les choses s'arrangent, mais on ne sait pas ce qu'on a fait. Et ici, de nouveau, on revoit un syndrome inflammatoire, apparemment sans documentation très claire. Sauf que sa CRP ici ne remonte pas. Hein. Non, mais elle a fait de la fièvre. Elle a de la fièvre. Okay. Elle a de la fièvre. Voilà. Une question pour Pascal Tillemans. Est-ce que l'effet extrapyramidal est compatible avec un effet secondaire des médicaments qu'on aurait réintroduit? Je pense que c'est une bonne question. Les gériatres, ils aiment bien les médicaments qu'on ne remet pas, qu'on remet, où il y a trop. Alors. Oui, évidemment. D'ailleurs, j'ai posé la question à Mathieu parce que, en fait, si je me rappelle bien, elle n'avait pas eu de traitement, on n'avait pas remis en place son traitement à l'USI. Et donc, moi, quand je la revois, je me dis, mais si on suit l'hypothèse, elle est décompensée sur le plan psy, c'est alors on remet un traitement. Évidemment, si on remet un traitement, elle peut avoir des effets secondaires du traitement. Moi, quand j'avais pris contact avec son psychiatre, son hypothèse à lui pour cet état, c'est qu'elle avait reconsommé des benzos. Donc, elle avait tendance à consommer des benzos en excès. Et donc, son hypothèse, c'était qu'elle ait reconsommé des benzos et que donc elle ait fait cette chute. Oui. Et alors, si on continue, elle pourrait être dans une situation de sevrage de benzo et voilà, et d'avoir un tableau à la fois clinique et fébrile. Ça pourrait expliquer aussi sa tachycardie, etc. Donc, il y a une série de symptômes qui pourraient rentrer dans le cadre d'un sevrage. On peut peut-être attendre qu'elle convulse et puis voilà, ce sera pas mal. Ça. Bon, alors. 300 CRP quand même. 300 Non, mais maintenant. Et le 39 de fièvre aussi. Et le 39 de fièvre, dans un délirium très mince, c'est pas si mince que ça. Hein. Donc, on peut faire quand même pas mal d'activation. Oui. Quand moi, je l'ai vue, elle n'avait pas de température. Elle a développé ça. Vous l'avez vu avant.
Donc, moi, par exemple, j'ai exclu un syndrome malin des neuroleptiques parce que quand je l'ai vue, d'abord, elle n'avait pas de température. J'ai une patiente, enfin, la mère d'une patiente qui est décédée d'un syndrome malin, ils ont beaucoup de température. D'ailleurs, parfois, c'est confondu avec un état grippal. Mais là, moi, quand j'ai vu, elle n'avait pas de température. Parce que j'avais pensé, mais je me suis dit non, non. Mais maintenant, ici, avec 39, tu remets cette hypothèse éventuellement, qu'elle pourrait faire un syndrome malin des neuroleptiques. Peu probable, parce que quand même, elle a une fenêtre thérapeutique aux soins intensifs. On a réintroduit, et moins que ce qu'elle avait d'habitude, parce que quand on réintroduit, on va pas, elle était avec un tel tableau de ralentissement, on n'allait pas donner beaucoup de séroquel qui est très sédatif. Donc, elle a eu un peu moins que d'habitude. Donc, voilà, hypothèse qui n'est pas exclue. Ça mais pourrait expliquer peu aussi probable. les séquelles là, qui remontent aussi, non? Ça, ouais. Mathieu, un commentaire à ce stade-ci? Un commentaire, mais les conclusions finales ou Ah non, j'ai pas de commentaire à ce stade-ci. Bon, d'accord. Ok. Jean, on lui remet des antibiotiques? Non. Non, parce que son syndrome inflammatoire ne réaugmente pas. Et de toute façon, il n'y a aucun foyer vraiment tout à fait clair. Maintenant, je suis quand même surpris qu'elle ait répondu à l'augmentin empirique qu'on lui avait mis au tout début. Enfin, ou alors c'était l'effet du hasard. Oui, oui. Oui. Enfin, on ne comprend pas toujours tout. Hein. Ok. Alors, On demande l'avis du neuro qui nous dit que c'est soit d'origine médicamenteuse, soit un Parkinson, même si Parkinson, avec la fièvre, ça ne matche pas vraiment, mais bon, voilà. Et alors, il nous parle effectivement de syndrome malin des neuroleptiques ou alors de syndrome sérotoninergique. Et donc, voilà. En fait, la conclusion, c'était qu'on pense qu'elle a fait un syndrome malin des neuroleptiques quand même. Mais voilà, on n'aura jamais la réponse puisque de toute façon, le diagnostic est clinique à 100%. Mais on a pensé à ça. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fini par me dire, c'est que c'était même ça qui l'avait amené à l'hôpital. Je me suis dit qu'elle avait dû déconner avec ses médicaments et qu'elle en a fait un chez elle. Ça a été difficile au début de faire la différence entre ce qu'on voit assez souvent, des gens qui restent à terre et qui peuvent faire des crushs et qui peuvent être confus ou quoi. Et c'est vrai que dans les examens d'entrée, on note pas de tableau extra-pyramidal, mais on ne sait pas non plus si elle est restée à terre longtemps ou pas. L'anamnèse est un peu lacunaire. Et donc, moi, j'ai fini par me dire qu'elle avait ça, qu'on l'a peut-être un peu raté dans les examens à l'admission. Et que du coup, nous, on s'est trompé parce qu'on a remis du Seroquel, même si c'était à dose moindre. Et en 2 jours de Seroquel, elle s'est figée. Un tableau extra-pyramidal comme je n'avais jamais vu. Et puis, elle a commencé à faire un peu de fièvre. Donc, à mon avis, il doit quand même y avoir, désolé, il doit quand même y avoir un peu un spectre du peu grave jusqu'au très grave de la toxicité des neuroleptiques. Et je pense que si on avait continué sans se dire que c'était ça, elle serait tout doucement allée vers un vrai syndrome malin des neuroleptiques. Moi, j'y crois pas, hein, parce qu'en fait, les patients que j'ai avec un syndrome malin des neuroleptiques, ils étaient sous neuroleptiques. Et dans mon expérience, avec beaucoup de neuroleptiques pendant longtemps. Alors, évidemment, il peut y avoir une exception, mais comme elle avait été sevrée aux soins intensifs, puis tout d'un coup apparaît de la température. Moi, je l'ai plus lié au milieu hospitalier où il y a quand même des choses qui traînent. Mais je n'ai pas l'impression, ce syndrome malin comme ça. Moi, je pense que c'était plutôt alors un effet secondaire qui est réapparu du fait de la réinstauration. Enfin, on a réinstauré un traitement et elle a développé des effets secondaires. Et un syndrome sérotoninergique, ils sont confus, mais ils sont plus agités dans les syndromes sérotoninergiques. Donc, voilà. donc c'est un syndrome très malin alors des neuroleptiques. Mais attends, mais comment est-ce qu'elle a évolué après? Ah, d'accord. Ok. Donc, on décide d'arrêter l'Effexor et le Seroquel tout à fait pour faire une fenêtre thérapeutique. Et la patiente évolue
cliniquement, elle s'améliore de jour en jour. Et donc, aujourd'hui, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus présente. Évidemment, au niveau psychologique, du coup, sa dépression, pouf, elle a augmenté parce qu'elle est beaucoup moins confuse. Et donc, elle va être transférée en psychiatrie. Mais son syndrome extra-pyramidal, la seule chose qu'elle en garde, c'est qu'elle marche encore un petit peu sur la pointe des pieds avec une rétraction des tendons d'Achille. Mais sinon, le reste, franchement, elle s'améliore, elle est tout à fait consciente, tout à fait présente avec nous pour le moment. Donc voilà. Jean, tu voulais intervenir. Non, j'avais juste une question. Quand elle est arrivée, on lui a fait une recherche toxico-urinaire. Je ne me rappelle pas, on en a dosé des neuroleptiques. Je peux terminer maintenant. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que dans la toxico-urinaire, il dose Oui, les vaccins. Oui, c'est ça. Je n'avais pas vu ça. J'ai vu Il y avait pas de le toxico-urinaire à l'admission. Oui, Tout était négatif. et les benzos étaient négatives. Et les benzos étaient négatifs aussi. Et l'alcool aussi. Mais il est resté quelques jours par terre, si je me rappelle bien. Sans doute. Avec Mais ça, c'est encore une discussion parce que depuis qu'elle est un peu plus consciente, elle me dit qu'elle n'est jamais restée 2 jours par terre. Alors, si elle a mangé que des pendant... Si elle a mangé que des durum pendant pas mal de temps, qu'elle a donné de l'argent à des messieurs africains, comme m'a dit son psychiatre, elle est quand même inadéquate. Je pense que c'est pas seulement une dépression, c'est une dépression psychotique, parce que c'est quand même très inadéquat pour un médecin et même pour tout, de se nourrir de durum et de laisser aller son logement dans cet état-là. Donc, ça veut dire qu'elle connaît une dégradation psychiatrique quand même qui évolue. Mais ça, oui, hein, et ça, c'est pour ça qu'on l'envoie maintenant en psychiatrie. Hein. Mais une fenêtre thérapeutique, c'était quand même une bonne idée aussi, je pense que j'aurais. On lui a donné des vitamines à un moment donné. Oui, Là. grâce à vous. Oui, d'accord. Oui, non, non, pas dans ces états-là, dans des états tellement. Vous connaissez ça en gériatrie aussi, hein, dans des états pareils. Les B sont très déficitaires et en particulier la vitamine PP. Donc, je réinsiste souvent sur la vitamine PP qui peut donner des tableaux psychiatriques importants et on a et c'est pas simple de pouvoir trouver la vitamine PP. Hein. Avant, il y en avait, c'était du sémine PP, puis maintenant, on doit trouver des petits trucs. Non, c'est une question. Comment évolue la biologie alors? Bien. Elle se normalise. Pardon? Elle se normalise? Oui, elle se normalise. Test Et elle est... hépatique et tout. Pardon? Test hépatique aussi? Normal. Non. CK. Normal. Tout sera bien. Je n'ai pas vu, la TSH était normale? Oui. Oui. OK. On peut avoir des tableaux de rhabdomyolyse dans des grosses hypothyroïdies et de voir ça il n'y a pas longtemps, j'ignorais d'ailleurs, que l'hypothyroïdie sévère, très sévère, donc on se fait l'idée de l'hypothyroïdie sévère, la malade qui s'endort, qui se retrouve en coma hypothyroïdien. Eh bien, il y a des tableaux qui est la folie hypothyroïdienne, hypothyroid madness. Et donc, ils donnent assez curieusement plutôt des tableaux up plutôt que down. Et donc, ça peut être extrêmement troublant. Et donc, on peut devenir fou, parano, un peu psychotique. Et bon, le cas que j'avais été amené à expertiser était comme ça une patiente. Enfin, je refais une histoire courte. Hein. Donc, une patiente clairement hypothyroïdienne, parce qu'elle avait une thyroïdectomie totale, puis elle n'aimait pas tellement ses hormones, et puis elle tombe sur un médecin, elle dit m'arrêter tout ça. Et alors, on voit se développer un tableau d'hypothyroïdie qui va la conduire dans une situation psychotique, paranoïde, extrême, avec une TSH à, je sais pas moi, 200, zéro d'hormones, et elle se retrouve dans une institution psychiatrique, et finalement, quelqu'un a l'idée de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était l'hypothyroïdie. Donc, dans le contexte, mais ça donne pas de CRP, hein. Bon, mais donc, dans le contexte psychiatrique, métabolique, il ne faut pas oublier de doser la TSH. Parfois, c'est le contraire, d'ailleurs. Plus souvent, dans une hyperthyroïdie franche, mais ça peut être de l'hypo. OK. Par rapport à ça, je voulais faire un petit retour sur les syndromes extrapyramidaux induits par les médicaments. Voilà, donc ça, c'est un résumé du système extrapyramidal avec ses fonctions, mais je vais peut-être passer parce que sinon, on terminera jamais. Je crois que la fin. Ah bon. Pas ça? Non.
Au niveau des facteurs de risque, c'est la prise de médicaments multiples ou des doses élevées. Les voies d'administration en IM ou en suppositoire sont plus à risque qu'en IV. Les personnes âgées, avec un pic entre 60 et 80 ans, et alors un terrain parkinsonien sous-jacent, c'est un facteur de risque de développer un syndrome extrapyramidal induit par les médicaments. La physiopathologie, c'est une interruption de la transmission de la dopamine au niveau du système extrapyramidal. Ça, c'est tous les médicaments qui peuvent induire un syndrome extrapyramidal. Et donc, on voit que la kétiapine, qui est le Seroquel, est dedans, et l'avant-la-faxine, qui est l'Effexor. Donc, elle a... Ouais. Les amidaux sont très fréquents, bien plus fréquents qu'un état de mal, enfin, qu'un syndrome malin des neuroleptiques. Pardon? J'attends les poules, je suis neurologue, qui donne moins de syndrome extrapyramidal. Oui, donc dans les patients parkinsoniens, si on veut mettre un neuroleptique, on va aller vers soit la kétapine au Seroquel, soit le Leponex, mais qui est beaucoup plus difficile d'usage par rapport à toutes les complications hématologiques qu'on peut avoir. Bon, médicaments qu'on ne devrait plus prescrire, mais qui quand même encore prescrit de temps en temps, qui est le déanxite, est aussi à la fois un mauvais anxiolytique finalement et un médicament qui donne quand même pas mal de syndromes extrapyramidaux aussi. Alors, les 3 symptômes principaux sont les tremblements de repos, la rigidité et la bradykinésie. Et alors, comme conséquence, une parole rare, sourde et mal articulée, une écriture micrographique et une attitude en flexion. Et alors, le timing, c'est vraiment très variable, entre quelques semaines à quelques mois après le commencement ou l'augmentation du traitement. Le diagnostic, comme je disais tout à l'heure, il est clinique, et donc l'anamnèse médicamenteuse, évidemment, elle est primordiale. Elle doit être complète et fouillée, donc il faut vraiment essayer de mettre tous les éléments en place pour avoir une anamnèse médicamenteuse complète. On peut, la probabilité augmente lorsqu'il y a des troubles du mouvement associés, comme des acathysies ou alors des dyskinésies orofaciales ou d'autres mouvements associés. L'hyposmie fait plus penser à une maladie parkinsonienne, mais alors le diagnostic final de toute façon se fait lorsqu'il y a une amélioration des symptômes à l'arrêt du médicament, et ça peut prendre jusque 6 mois après l'arrêt du médicament. Et alors, si jamais on suspecte quand même un Parkinson, il faut faire un DAT scan, parce que là, il y a une sensibilité de 85%, une spécificité de 80% de faire le diagnostic. Donc voilà, ça c'est un peu la prise en charge sur UpToDate induit par des médicaments. Donc ça, vous pouvez lire. Alors, le diagnostic différentiel du syndrome extrapyramidal, c'est la maladie de Parkinson, évidemment, qui est la plus fréquente. Les médicaments, mais il y a aussi certains troubles dégénératifs comme la maladie d'Alzheimer qui peuvent mimer un syndrome extrapyramidal, l'encéphalite virale comme le virus du Nil, certaines tumeurs cérébrales, les AVC, les traumatismes crâniens, la maladie de Wilson, les ataxies spinocérébelleuses et certaines toxines comme la manganèse, le monoxyde de carbone ou le méthanol. Et le traitement, évidemment, c'est l'arrêt du médicament incriminé. Et si ce n'est pas possible, on peut associer avec un peu de lévodopa. Voilà, j'avais fait 2 apartés pour le syndrome malin des neuroleptiques et le syndrome sérotoninergique, mais je ne sais pas si on a... Alors, le syndrome malin des neuroleptiques, son mécanisme, il est de cause inconnue, mais on suspecte quand même très fort un blocage des récepteurs de la dopamine. Blocage central des récepteurs à la dopamine dans l'hypothalamus qui provoque cette hyperthermie et d'autres signes dysautonomiques. Et alors, l'interférence avec les voies de la dopamine nigrostriée peut entraîner des symptômes type Parkinson, tels que la rigidité et les tremblements. Le timing, c'est habituellement dans les 2 premières semaines, mais ça peut arriver après des mois, voire des années de traitement, et ça se développe en 1 ou 2 jours. Les médicaments en cause, donc là, on retrouve de nouveau cette kétiapine, mais donc d'autres médicaments également. Alors, les symptômes, c'est une altération de l'état mental avec un syndrome confusionnel qui est d'abord agité, puis qui évolue vers un état léthargique
ou un état comateux, une rigidité musculaire qui est diffuse et sévère, en roue dentée, avec une diminution des réflexes, des tremblements, une hyperthermie qui est au-dessus de 38 degrés et une hyperréactivité du système neurovégétatif, donc une tachycardie, une tachypnée, des troubles du rythme et une hypertension artérielle qui est la vie. Au niveau du diagnostic, de nouveau, le diagnostic, il est clinique, mais il y a des signes indirects dans la prise de sang comme des CK augmentés, une hyperleucocytose, des LDH, une phosphatase et des transaminases hépatiques qui sont augmentées, des troubles électrolytiques comme une hypokaliémie qu'on trouvait d'ailleurs chez notre patiente, une hypomagnésiumémie, une hypernatrémie, une hypocalcémie, une acidose métabolique et alors une insuffisance rénale. Au niveau du traitement, le traitement numéro 1, c'est l'arrêt du médicament, des soins de support avec un maintien de la stabilité cardio-respiratoire, de la volémie, et il faut absolument faire baisser cette fièvre, cette tension artérielle qui augmente, une prévention par des héparines de bas poids moléculaire. Si le patient est fort agité, on va lui donner des benzodiazépines en IV. Contre l'hyperthermie, on va donner du dandrolène. Et alors, contre l'activité dopaminergique, pour rétablir l'activité de la dopaminergique, on va mettre de la bromocriptine. Et les symptômes sont censés disparaître 2 semaines après l'arrêt du traitement. Et alors, au niveau des syndromes sérotoninergiques, donc le mécanisme, c'est une augmentation de l'activité sérotoninergique qui contrôle l'attention, le comportement, gère la thermorégulation, la mobilité gastro-intestinale, qui provoque des vasoconstrictions, des contractions utérines, des bronchoconstrictions et des agrégations plaquettaires. Au niveau du timing, ici, c'est différent. Habituellement, c'est dans les 24 heures. Et le plus souvent dans les 6 heures qui suivent un changement posologique ou l'initiation d'un traitement. Au niveau des médicaments, donc ça c'est la liste des médicaments qui peuvent provoquer un syndrome sérotoninergique, mais ça je vais passer. Au niveau des symptômes, c'est des patients qui sont plutôt anxieux, qui sont très agités et qui sont désorientés et qui délirent. Ils ont une hyperactivité du système autonome, donc une tachycardie, une hypertension, une hyperthermie, de la transpiration, des frissons, des vomissements et des diarrhées. C'est des patients qui ont une hyperréactivité neuromusculaire, donc des tremblements, une rigidité musculaire, des myoclonies, une hyperréflexie et un signe de bavardage. Ça se manifeste plus au niveau des membres inférieurs qu'au niveau des membres supérieurs. On a aussi une augmentation des bruits intestinaux, des pupilles qui sont dilatées et des muqueuses qui sont sèches. Au niveau du diagnostic, de nouveau, le diagnostic il est tout à fait clinique. La prise de sang montre également des signes indirects comme une hyperleucocytose, une augmentation des CPK, une diminution du bicard. Et alors, dans des cas graves, on peut avoir des CIVD, des rhabdomyolyses, des acidoses métaboliques, des insuffisances rénales et une détresse respiratoire aiguë. Au niveau du traitement, de nouveau, le traitement, c'est un arrêt du médicament, des soins de support et alors des benzos si la patiente est agitée. Et alors, les symptômes régressent beaucoup plus rapidement en 24-48 heures après l'arrêt du traitement. Donc, en gros, le diagnostic différentiel entre les deux syndromes, c'est surtout le timing, où le syndrome sérotoninergique qui se développe dans les 24 heures, alors que le syndrome malin dans les jours, voire les semaines qui viennent. Au niveau des réflexes aussi, au niveau du syndrome sérotoninergique, les réflexes sont plutôt augmentés avec des tremblements et des clonies, avec une rigidité musculaire sévère. Au niveau du mécanisme, c'est des mécanismes différents, donc agonisme sérotoninergique ou antagonisme dopaminergique. Dans le syndrome malin des neuroleptiques, on peut utiliser la bromocriptine. La résolution est dans les 24 heures pour le syndrome sérotoninergique et pour le syndrome malin des neuroleptiques, c'est dans les jours, voire les semaines qui viennent. Voilà. Et alors donc, le petit message de fin, c'est de toujours bien penser aux médicaments parce qu'on n'instaure parfois des médicaments, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir.
Et alors, l'importance évidemment de l'anamnèse médicamenteuse. Super. Voilà. Merci beaucoup, Coralie. Merci. Est-ce qu'il y a un risque de rechute à la réintroduction Oui. des neuroleptiques? Ouais. Donc, quel serait le projet thérapeutique chez cette dame alors? Ici, on a changé et on a mis d'autres neuroleptiques, mais je ne sais plus lesquels c'était. Mais on a mis d'autres neuroleptiques en place. Oui, j'ai envie de dire, on doit aller doucement. Maintenant, ce qui me frappe chez cette patiente, c'est qu'elle a un tableau de dégradation comme ça, à différents niveaux. Et je pense que ça a dû la fragiliser psychiquement, hein. Parce que M. Gauguin parlait justement aussi au niveau nutritif de manger un durum par jour. Donc, elle s'est dégradée, je dirais aussi sur le plan cérébral, probablement. Elle s'est dégradée à plusieurs points de vue. Ça doit quand même être probablement une espèce d'origine multifactorielle, comme ça, hein, cet état-là. Donc, maintenant qu'on va la renourrir, qu'elle sera dans des contacts sociaux, elle va probablement être un petit peu plus forte, je dirais, peut-être, pour réintroduire les... Oui, ça, c'est sûr que c'est tout à fait multifactoriel. Alors, on va profiter du neurologue. Donc, finalement, avec le résumé qui a été fait là, le syndrome malade neuroleptique a pris un petit peu de la distance. Donc, c'est plutôt sérotoninergique, d'après toi? Ou multifactoriel, comme on l'a dit. Oui, c'est possible. J'avoue que je suis arrivé en cours, donc je n'ai pas suivi toute l'histoire depuis le début. Mais oui, l'un comme l'autre. Après, nous, le syndrome des malades neuroleptiques, on a des tableaux similaires sur sevrage médicamenteux, notamment avec le Prolopa. Des patients parkinsoniens chez qui on arrête brutalement le Prolopa peuvent faire un syndrome malade neuroleptique, en tout cas un tableau similaire. Et c'est assez rapide, hein, ça dure pas, ça prend quelques jours maximum à apparaître. Donc, en tout cas, je pense que l'origine médicamenteuse est claire. Ouais. Ou avec du mixte quand même. Voilà, je pense que... Moi, je pense sur fond de fragilité multifactorielle, hein. Et sa rhabdomyolyse n'a rien dû arranger, hein. C'était quand même avec probablement au niveau métabolique, perturbation. J'ai un commentaire qui est hors propos, mais donc pendant ses études de médecine, elle montrait déjà des signes d'instabilité. Elle a décompensé assez jeune quand même sur un mode dépressif sans que ça soit réactionnel à quelque chose. Donc, on peut quand même penser à des troubles de l'humeur, hein, ici. Elle n'avait jamais eu de lithium. Non. Elle n'a pas eu Il me semble que dans son traitement, elle n'avait pas de stabilisateur de l'humeur d'ailleurs, hein, les anti. Non. Elle n'a pas été traitée en tout cas en tout état de cause pour des troubles de l'humeur. OK. Altération hépatique, parce qu'on parle de cholestase, de phosphatase alcaline, transaminase. J'ai pas trouvé. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé pourquoi est-ce que ça avait un impact. Bon. Bah, si elle refait un tableau, voilà, on saura d'emblée vers où s'orienter et sélectionner les attitudes en cascade. OK. Bien, merci Coralie, merci aux intervenants. Donc la semaine prochaine, donc case record de Chirex Hospital. Hein, on a un cas que vous avez reçu dans l'email précédent que je renverrai. Et donc, voilà, je pense que ça sera également un cas palpitant, mais où la solution, là, elle sera sûre, nette et sans appel. Merci et à la semaine prochaine.